Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ICEP, merci à Hina pour cette invitation, de m'avoir proposé de participer à cet échange très riche. Je ne suis pas spécialiste des questions de genre, je suis linguiste et effectivement j'ai travaillé à la description de langues océaniennes, particulièrement le tahitien et certaines langues kanak. Mais donc à l'invitation de Hina, j'ai essayé de traiter ce sujet. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de l'articulation, ou non d'ailleurs, entre le genre grammatical et la vision du monde. Donc je vais essayer de répondre à trois questions. Alors, trois questions complémentaires. D'abord, est-ce que la distinction entre sexe biologique et genre grammatical est-elle utile à la linguistique? Donc je vais répondre à cette question. Elle l'est manifestement, elle est très utile. Une fois qu'on a identifié cette catégorie du genre grammatical, en quoi est-ce que une langue qui dispose du genre conditionne éventuellement la vision du monde des locuteurs de cette langue? Est-ce que du fait de parler une langue avec un genre grammatical, je projette sur le monde ces catégories de genre grammatical? Et réciproquement, si je parle une langue qui n'a pas de genre grammatical, est-ce que, du coup, je n'ai pas tendance à projeter des catégories genrées sur le monde? Voilà, je vais essayer de traiter ces trois points. Donc, la distinction entre sexe biologique et genre grammatical, alors, sexe biologique ou genre social d'un côté et genre grammatical de l'autre est tout à fait fondamental en linguistique. C'est même une très bonne illustration d'une distinction importante quand on décrit les langues entre ce qu'on appelle l'univers des mots, l'univers linguistique si vous voulez, et l'univers extra-linguistique, c'est-à-dire l'univers des êtres ou des choses auxquels les mots renvoient, auxquels ils réfèrent. Donc, si je prends un exemple classique de Saussure, Saussure dit le mot cheval n'est pas un cheval. Et de la même façon, dans le cas du genre, ce n'est pas parce qu'un mot est masculin que nécessairement son référent, c'est-à-dire l'être ou la chose auquel il renvoie dans le monde, est de sexe mâle. Et pareil pour la correspondance féminin-femelle. Alors je vous ai mis quelques exemples ici. Vous voyez dans la première, donc vous avez des mots en français, et puis des mots, la catégorie du genre grammatical dans cette langue française. Donc garçon, bon là jusque-là tout va bien. Alors pamplemousse, à votre avis, masculin ou féminin? Alors vous irez vérifier dans le dictionnaire, c'est masculin ou féminin, les deux sont acceptés. Trompette, masculin ou féminin? Les deux. La trompette, l'instrument, c'est féminin, mais on peut dire un trompette pour désigner la personne qui joue la trompette dans un orchestre, dans une fanfare. Et d'ailleurs, on peut très bien imaginer une femme trompette. Donc on peut très bien parler d'une femme en disant, tiens, le trompette joue faux, ou joue bien d'ailleurs. Donc, Et ensuite, épithète. Alors aujourd'hui, dans la langue contemporaine, c'est du féminin. Du coup, je me mélange les pinceaux. C'est du féminin. On dit une épithète, mais jusqu'au XVIIe siècle, on disait un épithète. Et enfin, délice. Masculin et féminin pluriel. Exactement. Au singulier, c'est du masculin, un délice, mais au pluriel, c'est féminin. Alors, regardez maintenant, hibou, donc, c'est un mot masculin, mais hibou, le référent de hibou, l'être hibou, est-il mâle ou femelle? Alors, les deux, vous dites ça sous le ton de l'évidence, je peux vous assurer que quand on fait le test, surtout chez les plus jeunes, ils disent un hibou, c'est un mâle, et la femelle du hibou, c'est la chouette. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux. Bon, pareil pour Yann. Alors, papayer, mâle ou femelle, les deux évidemment. Pamplemousse, les deux évidemment. Trompette, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On peut mettre la deuxième diapositive pour le coup. Vous voyez, donc trompette, c'est ce que j'explique. Donc vous avez là les correspondances. Bon, et donc j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc c'est déjà une manière de vous montrer qu'il n'y a pas de correspondance bijective, bi-univoque, avec d'un côté un genre qui correspondrait toujours au même sexe et réciproquement. Voilà, donc là, si vous faites des délices, vous dites un délice infini, mais des délices infinis, et là, vous mettez IE au bout. IES, pardon. Très bien, la suite, s'il vous plaît. Alors,
À quoi est-ce qu'on sait s'il y a du genre grammatical dans une langue? Ça se traduit certes par des variations morphologiques. Par exemple, vous voyez un exemple en français. Alors, je n'ai pas mis, l'exemple est un peu sinistre, mais c'est parce que c'est, à ma connaissance, le seul mot pour lequel il y a une flexion qui s'entend à l'oral avec l'auxiliaire être. Hein. Ce garçon courageux, il est mort trop tôt. Donc, vous voyez bien que si vous comparez au féminin, cette fille courageuse, donc le déterminant change de forme, l'adjectif change de forme, et également, vous devez accorder, le participe passé change de forme, et vous devez choisir le pronom personnel qui convient, masculin ou féminin. Mais ce n'est pas le seul indicateur de l'existence d'un genre grammatical. Alors, si vous voulez bien mettre la diapositive suivante. On peut aussi parler de genre grammatical furtif. Donc c'est Benjamin Leaworth qui a dégagé cette distinction. Prenons le cas de l'anglais. Si vous prenez donc les deux séquences qui sont là, en faisant, on a bien des référents qui est l'un mâle, l'autre femelle, et pourtant il n'y a pas de trace apparente de la variation de genre, mais si vous devez ensuite reprendre avec un substitut anaphorique un pronom personnel boy ou girl, s'il vous plaît, vous devez choisir entre he et she. Et tous les mots du vocabulaire en anglais vont devoir se distribuer dans cette référence anaphorique, soit tantôt avec she, tantôt avec he, tantôt avec it. Et donc là, on parle de genre grammatical furtif, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas à première vue à travers des variations morphologiques, mais il existe, il est bien là, et les mots du lexique, les noms, se distribuent, et les noms communs également se distribuent selon ces trois catégories. Et donc, Benjamin Leaworth va même plus loin, il donne l'exemple de poisson rouge. Si vous dites, en anglais, j'ai 2 poissons rouges, et les deux, chacun des deux aime sa nourriture, ça sera it's food. Mais si vous dites, mon poisson rouge s'appelle Jane, ça sera her food. Venons-en aux valeurs du genre en proto-indo-européen. Donc, on suppose qu'il y avait 3 valeurs du genre. Un neutre qui correspondait en fait à la désignation des êtres, des objets inanimés. Et puis, 2 catégories disons, en dessous du genre animé, avec la valeur masculin et la valeur féminin. En français, alors justement, j'en profite pour vous dire qu'en linguistique, l'opposition masculin-féminin, ou avec une référence à mâle-femelle éventuellement, s'il y a une corrélation, elle s'inscrit dans un cadre plus large qui intègre aussi l'opposition humain-non-humain, inanimé. C'est-à-dire qu'en linguistique, dans l'analyse linguistique, l'opposition inanimé-animé est traitée comme une valeur possible du genre. Et donc on peut avoir au moins, on peut trouver des systèmes linguistiques dans lesquels on a 5 valeurs de genre: inanimé, animé non humain masculin, animé non humain féminin, animé humain masculin et animé humain féminin. Alors qu'en est-il en français contemporain? En français contemporain, au niveau du lexique, des noms hein, et des adjectifs, vous avez 2 valeurs du genre, masculin, féminin. Mais vous trouvez aussi la valeur neutre dans le cas des pronoms relatifs ou interrogatifs, qui et quoi. Donc tu vois qui, tu vois quoi. Et le choix sera déterminé par une opposition animé-inanimé. Mais aussi pour les pronoms démonstratifs, avec une valeur masculin, féminin ou neutre. Et je reviendrai avec des exemples à ce sujet plus tard. Alors la question donc, qui m'intéresse ici, c'est là aussi la motivation du genre, c'est-à-dire quel est le lien, quel lien y a-t-il entre l'univers des référents, c'est-à-dire des objets ou des êtres du monde, et les mots qui les désignent. Alors on peut imaginer une sorte de système idéal. Alors là, on a le cas du Kannada, qui est une langue dravidienne du sud de l'Inde, où Corbett nous explique, en citant un autre auteur, Sridhar, que lorsque vous avez des noms dénotant des êtres humains mâles, eh bien le mot qui lui correspond est un mot masculin. Lorsque vous avez des noms dénotant des êtres humains femelles, le mot est féminin, donc une sorte de situation un peu idéale. Hein. Les noms des déités se distribuent tantôt sur le masculin, tantôt sur le féminin, donc sans doute par métaphore ou assimilation aux entités humaines, très bien. Et en revanche, tout le reste, tous les objets inanimés sont systématiquement désignés par des mots qui sont dans la catégorie du neutre.
Donc là, on a une sorte de projection un peu idéale, hein, encore que j'aimerais bien aller voir de près si c'était aussi régulier que ça, entre l'univers des référents et l'univers des mots. Mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup moins régulier que ça. Alors prenons un autre exemple, le Afar, qui est une langue parlée à Djibouti, en Éthiopie, en Érythrée. Et voilà comment les choses se distribuent. Alors, les noms dénotant des entités sexuées sont masculins ou féminins selon leur assignation en référence à un mâle ou une femelle. Jusque-là, tout va bien, c'est une assignation sémantique stricte. En revanche, regardez, déjà, ça devient plus compliqué pour les entités asexuées. Allez-y. Il n'y a pas de neutre, et du coup, si le mot, je dis bien le mot, se termine par une voyelle accentuée, comme ici, hein, karma, eh bien, il va être classé dans les féminins, d'office. C'est-à-dire que c'est la forme du mot, c'est pas du tout l'objet, c'est la forme du mot qui va déterminer son assignation au genre féminin. Et pour le masculin, donc c'est une autre règle morphologique et d'accentuation qui va faire qu'il va être considéré comme un mot masculin. Donc vous comprenez ici, c'est en interne de la langue que la distribution dans telle ou telle catégorie de genre se décide, et pas du tout en référence à l'univers empirique. Donc ça pose la question de ce qu'on appelle la motivation du genre grammatical. Qu'est-ce qui motive le fait qu'un mot soit de tel ou tel genre? Et donc si on prend le cas du français maintenant, vous savez que le neutre résiste de manière résiduelle dans les pronoms interrogatifs et dans les démonstratifs, mais autrement, tous les mots du lexique, tous les noms communs en particulier, doivent se distribuer entre le masculin et le féminin, alors qu'en latin, par exemple, il y avait encore la catégorie du neutre. Et un mot comme templum, templi en latin, va basculer, par exemple, au masculin, alors que cornu va basculer au féminin. Ce qui fait dire d'ailleurs à Antoine Meillet, grand spécialiste de l'indo-européen, que le genre grammatical est l'une des catégories grammaticales les moins logiques et les plus inattendues. Autre observation intéressante, on dispose, grâce à la linguistique typologique, d'une perspective aujourd'hui sur la distribution des langues à genre ou sans genre. Donc ici, vous avez un échantillon de 247 langues qui sont distribuées sur la surface de la planète, sur les 7000 langues qui sont parlées dans le monde. Hein. Et vous voyez que sur ces 257 langues, vous en avez 145 où il n'y a pas de genre grammatical. Donc le genre n'est absolument pas, en tant que catégorie grammaticale, n'est absolument pas une catégorie universelle dans le langage. Et réciproquement, vous avez ici 24 langues, alors on ne voit pas bien les couleurs, mais c'est celles qui sont en noir, 24 langues pour lesquelles on trouve 5 valeurs du genre, ou plus, les 5 que j'ai évoquées tout à l'heure. Qu'en est-il en tahitien? En tahitien, il n'y a pas de genre grammatical. Ce n'est même pas il y a un genre mais il est furtif, c'est véritablement il n'y a pas de genre grammatical, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de flexion au niveau des déterminants ou des adjectifs. Hein, le mot tamaroa, c'est une traduction, donc signifie garçon, le mot tamarine signifie fille. Et vous voyez bien que le déterminant qui correspond à 7C reste le même, teye, l'adjectif est invariable, et le pronom personnel qui reprend par anaphore le nom reste également le même. Ona, qui signifie soit il, soit elle, qui sera traduit par il ou elle selon le contexte. Mais ona ne porte aucune indication de genre. Bien sûr, il est possible en tahitien, comme dans toutes les langues qui n'ont pas de genre grammatical, de préciser le sexe biologique si ça s'avère nécessaire. Et donc, Serge a évoqué déjà cette question indirectement à propos de l'opposition homme-femme en tahitien. Donc, on a bien le mot taane qui signifiera la personne humaine de sexe masculin, vahine, la personne humaine de sexe femelle, et tamaroa pour le garçon, tamahine pour la fille, etc. Et puis, alors, je ne rentre pas dans le détail des siblings, hein, mais donc c'est une distribution un peu compliquée, mais on peut trouver la distinction également de sexe, hein, j'entends. Et de la même façon, pour désigner les parents, vous avez un terme générique qui est metua, pour dire le parent, et s'il faut préciser son sexe, alors vous dites metua tane pour le mâle, metua vahine pour la femelle. Alors j'utilise à dessein mâle-femelle si c'est pas très élégant, parce que c'est pour faire la distinction formelle entre le genre grammatical d'un côté, hein, et l'assignation du sexe de l'autre. Si on parle d'animaux comme les mammifères ou des oiseaux, disons, un peu comme le coq ou la poule, hein, les volailles, on dispose d'autres termes qui sont oni et ufa,
D'accord ? Et donc, vous voyez bien que là, il y a une opposition humain-non-humain, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la même désignation sexuée selon qu'on parle d'humain et de non-humain. Et puis, pour les plantes et les poissons et les crustacés, vous avez un troisième couple qui est Otane, Ovahine, sur lequel je reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps. Qu'en est-il sur, effectivement, cette histoire de projection de la catégorie du genre grammatical sur notre vision du monde ? Je propose de répondre à cette question à travers quelques observations. Donc, on peut penser intuitivement qu'effectivement, le fait de parler une langue dans laquelle vous avez du genre conduit de manière un petit peu incontrôlée à projeter, disons, cette catégorie sur le monde. On peut supposer qu'un locuteur du français perçoit le soleil comme une entité plutôt masculine et la lune plutôt comme une entité féminine. D'accord. Et réciproquement, un Allemand verrait exactement l'inverse, puisque en allemand, le soleil se dit die Sonne et la lune, der Mond, c'est-à-dire que là, ça serait littéralement la soleil et le lune. Bon. Très bien. D'ailleurs, nos enfants, les miens en tout cas, nous placent devant cette espèce de contradiction et nous posent la question. Ma fille m'a demandé un jour, papa, est-ce qu'on dit, alors elle a 4 ans, hein, elle ne l'a pas dit avec des termes aussi réguliers, si vous voulez, mais hein, papa, est-ce qu'on dit une table parce que c'est une fille ? Et encore aujourd'hui, elle dit, ah oui, on dit un couteau parce que c'est un garçon. Donc, et son frère qui est juste à côté lui dit, mais non, ça n'a rien à voir. Et il a 7 ans, donc comme quoi, à un moment donné, hein, on comprend très vite que tout ça relève d'un certain arbitraire dans la distribution des genres. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment, une fois qu'on a pris conscience de cette arbitrarité, eh bien, certains auteurs s'en servent d'un point de vue stylistique expressif. Par exemple, Jean Genet aimait cette phrase « Les brûlantes amours de la sentinelle et du mannequin ». Et vous voyez ici le jeu sur le genre du mot et l'affectation du sexe biologique. La sentinelle est un homme, le mannequin est une femme, et vous avez les brûlantes amours qui se trouvent être un de ces fameux mots qui est au féminin lorsqu'il est au pluriel. J'ai parlé tout à l'heure du genre, je suis toujours là dans l'utilisation de la catégorie du genre dans les langues à genre, l'utilisation volontaire cette fois. Donc ce n'est pas la langue qui nous pousse à projeter une catégorie sur le monde, ce sont des auteurs qui utilisent cette catégorie à des fins expressives. Donc on n'est pas dans une sorte de déterminisme, on est au contraire dans une utilisation consciente d'une catégorie qui existe. Donc on parlera en linguistique de compétences métalinguistiques, si vous voulez. Donc là, c'est Chauderlot de Laclos dans Les liaisons dangereuses. La marquise de Merteuil présente Cécile de Volanges et dit donc « Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins ». En parlant au vicomte, j'ai oublié son nom, Valmont, voilà. Elle est vraiment jolie, cela n'a que 15 ans. Et vous voyez que là, volontairement, l'auteur utilise le neutre pour désigner cette jeune fille de 15 ans. Et regardez, un peu plus loin, on révèle véritablement le lien entre cela et ce que cela vise à exprimer. Hein, et vous reviendrez à souper, hein, à 10 heures à souper, avec le bel objet. Ouais, donc on a là vraiment un choix expressif. Alors, c'est un procédé stylistique. Hein, bon. Regardez toujours dans la correspondance entre, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi là-bas, toujours pareil entre genre et l'attribution d'un sexe. Donc ici, vous avez le terme une personne le mot est au féminin, on est bien d'accord, et pourtant vous n'avez pas d'attribution au niveau d'indication du sexe. Alors que quand vous prenez le couple un homosexuel, une homosexuelle, l'utilisation du genre indique explicitement le sexe. Et à nouveau, cette opposition-là est neutralisée quand vous repassez à une personne homosexuelle où on ne sait plus de quel sexe il s'agit. Donc ça, c'est juste... Alors, je continue. Dans le langage, ici, il m'est arrivé d'entendre ce type de phrase-là. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est pour montrer... Alors, encore une fois, le propos n'est pas d'adhérer, c'est simplement de montrer comment les utilisateurs d'une langue manipulent les catégories pour dire quelque chose, avec un jeu sur le genre, hein, entre le « il » qui fait référence au sexe biologique et « belle » qui va renvoyer en fait au genre.
Et enfin, j'ai trouvé ça dans Le Monde, vous voyez, pareil, où le journaliste s'est amusé à jouer sur cette distinction entre genre grammatical d'un côté, avec l'adjectif détaché ici, et la catégorie du sexe. Oui, alors dans l'autre sens maintenant, est-ce que lorsque vous parlez une langue où il n'y a pas de genre grammatical, est-ce que pour autant vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas la possibilité de projeter des catégories genrées sur le monde? Alors, on avance. Donc je prends l'exemple du tahitien. Voilà ce que disait Gauguin, ce qu'écrivait Gauguin au début du XXe siècle. À Tahiti, l'air de la mer et de la forêt fortifie tous les poumons, élargit toutes les épaules, toutes les hanches, etc. Bon. Et alors on en vient à la conclusion. Quelque chose de viril est en elle et en eux quelque chose de féminin. Pourquoi je cite ça? C'est parce que Robert Levy, qui a enquêté ici en 1962 et pendant 2 ans jusqu'en 1964, arrive à la conclusion, à partir du témoignage de Gauguin, de ses propres observations, etc., qu'il y aurait, je dis bien qu'il y aurait, une certaine indifférenciation et une certaine égalité entre les sexes, à Tahiti en tout cas. Bon. Et parmi les arguments développés par Robert Levy pour justifier cette forme d'indifférenciation et d'égalité, il dit « Ah, le tahitien est une langue où il n'y a pas de genre grammatical, ce qui favoriserait d'une certaine manière cette projection. » Alors cette analyse a déjà été critiquée par Bruno Sora. Donc je ne rentre pas dans le détail, et en particulier il dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'il n'y a pas de corrélation entre les catégories grammaticales et la structuration du genre social. Hein. Et pour renforcer cette thèse qui s'oppose à celle de Lévy, je prends l'exemple des langues kanaks justement. Les langues kanaks n'ont pas davantage de genre qu'en tahitien. Si je prends le handieu, langue qui a été étudiée en détail par le pasteur Lennart, eh bien il n'y a pas de genre grammatical. Même pas de genre furtif, si vous voulez. Bon. Et pourtant, Lennart, dans ses descriptions de la Grande Terre, nous explique à quel point l'espace est sexué. Hein, vous avez l'allée centrale de la Grande Case qui est l'homme, la contre-allée qui est femme, le cocotier qui est femme, la cordyline qui est homme, etc. Et tout est distribué. Plus récemment, Christine Salomon, parlant de la société kanak, nous dit le dualisme sexuel qui s'inscrivait autrefois de façon si tranchée dans la structuration de l'espace-temps de la vie sociale est encore sensible aujourd'hui. Donc ça se maintient aujourd'hui. Et donc là, vous voyez bien que ça se fait indépendamment de l'existence ou non d'un genre grammatical dans la langue. Donc je conclus. On doit en fait distinguer différents niveaux dans l'analyse de cette question. Le niveau morphosyntaxique dont relève le genre grammatical et qui correspond à des opérations mentales qui sont largement subconscientes, qui ont lieu en dessous du niveau de conscience. C'est-à-dire que quand vous faites une chaîne d'accords entre le nom et son adjectif, etc., tout ça se fait de manière automatique et vous n'avez pas une conscience permanente de l'opposition de genre. Hein. Le deuxième niveau, c'est celui du lexique. Et je suis très content que Serge soit intervenu avant moi, puisqu'il a très bien illustré le fait qu'au niveau du lexique, il peut y avoir des assignations genrées sur tel ou tel mot. Donc, et là, on peut faire des liens intéressants. Par exemple, Lennart, pour ce qui est du monde kanak, nous dit que ce qui est ramené vers le féminin, c'est ce qui est humide. Ce qui est ramené vers le masculin, c'est ce qui est sec. Enfin, c'est l'analyse de Lennart. Aujourd'hui, on pourrait montrer, par exemple, en tahitien, qu'il y a des corrélations entre féminin et fécond, par exemple. Si je prends le cocotier est un arbre monoïque, c'est-à-dire qu'il se féconde lui-même. Et pourtant, les gens diront « ha'ari otane » et « ha'ari ovaine » selon que le ha'ari en question est plus ou moins fécond. Vous voyez que ce qui importe ici, ce n'est pas mâle-femelle, c'est fécond, pas fécond. Et le même terme « otane » « ovaine » était celui que j'ai présenté tout à l'heure pour distinguer les poissons, vous vous rappelez, et les mollusques, mâles ou femelles. Bon, continuons. Le troisième niveau, c'est celui des référents dont j'ai déjà parlé. Et enfin, le quatrième niveau à prendre en compte, c'est celui de ce que j'ai appelé l'activité épi- ou métalinguistique, c'est-à-dire la manipulation consciente des catégories de la langue. Donc, eh bien, la réflexion sur ces questions d'interaction, elle doit se faire en prenant en compte tous ces niveaux-là. Dans une langue sans genre, le niveau 1 n'est pas pertinent puisqu'il n'y a pas de genre. Dans une langue avec genre, il y a une interaction à la fois entre le niveau 1 et 2, mais aussi il peut y avoir des interactions entre le niveau 4 et le niveau 1 et 2, puisque les gens qui sont conscients de l'existence du genre vont le manipuler, etc. Bon, je reviendrai sur ces questions dans la discussion plus tard. Je vous remercie. Marururua.